Et le président du gouvernement est notre invité, Louis Mapou, bonsoir. Bonsoir. Vous appelez à l'apaisement dans ce conflit qui a fait 2 morts et 4 blessés la nuit dernière à Yaoundé. Vous-même, avec les autorités administratives de l'État de la Nouvelle-Calédonie et les coutumiers, avez essayé de renouer le dialogue entre les protagonistes. Comment un tel drame a-t-il pu se produire? Alors, je voudrais d'abord, Thérèse, si vous me le permettez, dire les condoléances du gouvernement pour les 2 familles qui sont endeuillées aujourd'hui. Redire notre volonté qu'on sorte très vite de cette spirale de violence qui dure depuis plusieurs mois maintenant, et surtout demander à la population de revenir à un plus grand calme dans les attitudes, dans les paroles, dans les gestes et dans les initiatives qui vont être prises. Alors vous m'interrogez sur l'origine du conflit. Et moi, je voudrais dire avec insistance et avec fermeté qu'il devient insupportable pour la Nouvelle-Calédonie, de quelque pouvoir qu'on puisse être, de quelque légitimité dont on peut se prévaloir, d'assister à une telle proportion de violence par rapport à des faits d'origine qui ne concernent que des portions de terre, d'autant plus que ça concerne des familles, des clans, qui ont pratiquement une histoire depuis les années 1880-1890. Comment on peut arriver à de tels agissements? Tout simplement parce que au niveau des autorités coutumières, la situation ou les dissensions qui persistent repose souvent, c'est une guerre de légitimité. Qui ont du mal à tenir compte des contextes nouveaux dans lesquels nous sommes, et par ailleurs parce que les uns et les autres, forts de cette légitimité dont ils se prévalent, prétendent pouvoir s'autoriser des faits et gestes qui nous amènent à de tels événements qui, pour moi, n'ont plus lieu d'être dans le contexte d'aujourd'hui, compte tenu des liens historiques qui existent entre les clans. Ce sont des familles qui sont directement attachées par des liens de parenté qui sont très intenses, qui sont denses et qu'ils vivent coutumièrement tous les jours. Je le redis, il est inacceptable et insupportable que de tels faits qu'on constate à Yaoundé là avec un degré de violence qui est inouï, mais qu'on peut constater aussi, qu'on a pu constater à Kanala récemment, à Yengen, à Mbelep ou ailleurs. Donc il faut que la société kanak se ressaisisse, il faut qu'elle emprunte les voies habituelles qui fondent le système coutumier. En tout cas, depuis ce matin, nous sommes mobilisés avec la mairie, les autorités de l'État et les autorités coutumières qui ont pu se rendre disponibles, et les décisions qui ont été prises par l'État ont été prises en étroite concertation avec le gouvernement que je préside, de telle manière qu'on puisse ramener la paix. Louis Mapou, merci pour cette réaction. Les réformes, vous êtes l'invité politique de notre journal, les réformes, c'est l'un des chantiers de votre gouvernement. C'est d'ailleurs la condition de l'aide accordée par l'État en 2023, mais ces réformes ont du mal à voir le jour. Autre difficulté, les conséquences de l'annonce de la mise en sommeil de l'usine du Nord sur les comptes sociaux. Tout de suite, les explications de Brigitte Ward. C'était l'une des bonnes nouvelles de l'année dernière. Tous les élus du Congrès votaient à l'unanimité la réforme du RUAM. Mais quelques jours plus tard, le groupe Le Rassemblement revient sur son vote et demande une deuxième lecture. Autre texte qui attend encore, celui sur la taxe sur les exportations minières. Malgré tout, le budget primitif 2024 a été adopté le 8 février. Cette année, on fait un budget avec les moyens que l'on a, et au budget supplémentaire qui devrait intervenir en mai-juin, ce résultat sera intégré au BS.
Si une aide est prévue dans le budget 2024 pour les comptes sociaux, elle reste largement insuffisante au regard des besoins du RUAM. D'ailleurs, les retraités alertaient les Calédoniens sur les difficultés de leur caisse il y a encore quelques jours. Aujourd'hui, on a un déficit grosso modo annuel de 6 milliards, je dirais ce qui est répétitif, que dans nos réserves, il ne reste plus que 20 milliards et que si vous faites le calcul, en 2026, on n'aura plus rien. Un contexte de crise dans le secteur du nickel où les 3 usines se portent mal. Et une annonce en début de semaine, celle de la mise en sommeil de l'usine du Nord. Malgré les annonces faites par l'État de fonds disponibles pour Koniambo, certaines conditions étaient imposées, étaient demandées assez logiquement, mais ces conditions n'ont jamais pu être conciliables avec la position de Glencore. Donc on s'est vite retrouvé au bout de 2 jours de négociations, effectivement, devant cette obligation d'aller vers la mise en sommeil de notre outil. La suppression de centaines d'emplois, notamment chez les sous-traitants de KNS, aura forcément des répercussions sur les comptes sociaux déjà en difficulté. C'est dans ce contexte que Gérald Darmanin arrive cette semaine avec un autre dossier important, celui de l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Louis Mapou, nous avons appris lundi la décision de Glencore de se désengager de l'usine de KNS. Lorsque le groupe de travail sur le nickel se tient en janvier, est-ce que vous vous attendiez à cela? Non, pas du tout. On pensait que l'État allait arriver à conclure avec les 3 opérateurs et les actionnaires concernés. Je constate avec beaucoup de déception que l'usine emblématique du Nord reste sur le carreau. Au terme de ces discussions, et l'accord que nous avons discuté avec l'État, les provinces et les opérateurs s'en trouve, de mon point de vue, un petit peu écorché par rapport à certains engagements qui sont entendus. Donc c'est ce que je voudrais dire d'emblée. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que nous sommes mobilisés dans le cadre d'une cellule que nous avons constituée au sein du gouvernement, et nous sommes rentrés dans un travail de fond depuis cette semaine. Et dès la semaine prochaine, nous allons avoir déjà les premiers besoins qui sont exprimés par les 3 opérateurs pour voir quels sont les leviers dont nous disposons pour conquérir un soutien de l'activité et surtout des sous-traitants dans cette période difficile. Alors la filière nickel, ce sont plus de 13 000 emplois directs et indirects. La défaillance des 3 usines aurait des conséquences sur l'emploi, mais aussi sur les comptes sociaux, déjà bien mal en point. Vous espériez une réponse collective pour sauver la filière. Signer le pacte nickel, travailler là-dessus, avancer là-dessus, est-ce la solution? Ce n'est pas la seule solution. Le pacte nickel était censé fixer un cadre sur les 4 prochaines années. Mais ce cadre, il va falloir qu'on en rediscute, puisque les opérateurs ne sont pas au rendez-vous qu'on souhaitait, puisque que ce soit PRNC, l'ASLN et surtout Koniambo Nickel, nous attendons aujourd'hui de potentiels repreneurs pour savoir avec qui les engagements seront pris pour l'avenir. Donc voilà ce que je peux dire. J'ai indiqué au ministre de l'économie qui nous fait pression pour qu'on signe le plus vite possible qu'il faut qu'on attende que les choses se décantent un petit peu, et j'ai proposé qu'on revoie ça en fin mars. Alors Glencore pour KNS dans le Nord et Trafigura pour Prony Resources, ils recherchent un repreneur. Eramet ne parle pas encore de repreneur pour la SLN, mais la situation est très compliquée pour la nationalité des repreneurs. Y a-t-il un principe de ce côté? Nous sommes dans une situation où je considère pour ma part que toutes les sollicitations que nous faisons et tous les résultats de ces sollicitations, quels que soient les repreneurs, devront être étudiés de manière très précise et avec responsabilité pour qu'on puisse sortir le dossier nickel de la situation dans laquelle elle est. Et justement, qu'il y a le veto sur, on va dire, la nationalité des repreneurs. Nous, pour ce qui concerne le gouvernement, nous n'avons pas de veto. Je constate, parce que c'est à ça que vous faites allusion, que, nous exportons la plupart de nos produits miniers et métallurgiques vers le Japon. Je constate qu'en métropole, les Chinois, investissent énormément en métropole. Je le redis, je ne vois pas en quoi l'investissement des Chinois en Nouvelle-Calédonie, dans une situation qui est la nôtre, dans un contexte qui reste encore un contexte français, qui aurait une discrimination
par rapport au territoire de la Nouvelle-Calédonie. Louis Mapou, la mise en sommeil de l'usine du Nord et les difficultés des deux autres usines pourraient ne pas faciliter les discussions sur l'avenir institutionnel? Pour ce qui me concerne, je considère que le timing sur lequel les choses se présentent va télescoper fortement les discussions sur l'avenir, puisque les 6 mois arrivent aux environs de mois d'août. Et comme par ailleurs, il y a une loi constitutionnelle qui est proposée par le gouvernement qui va être examiné à partir de mars, nous sommes rentrés là dans un entonnoir qui va comporter beaucoup de turbulences inévitablement pour l'avenir. Je voudrais le redire avec beaucoup de fermeté. Et ça va être compliqué pour tout le monde, indépendantiste comme non indépendantiste? Ça va être compliqué pour tout le monde, indépendantiste comme non indépendantiste, parce que je constate que l'usine emblématique du Nord a un genou à terre. Je constate par ailleurs que la loi constitutionnelle qui va être mise dans les tuyaux du Sénat à partir du mois de mars va surtout dans la direction des loyalistes. Je constate que cela va interférer dans les discussions en cours, puisque nous espérions pouvoir finaliser l'ensemble des discussions dans un délai un petit peu plus long. J'ai du mal à penser que tout cela facilite quelconque recherche de solutions pour l'avenir. Louis Mapou, ce week-end, votre parti, le PALICA, tenait son assemblée générale à Canala. Nous l'avons vu hier soir. Quant à l'Union calédonienne, elle était en comité directeur à Wailou. La réunion s'est terminée tard dans la nuit. Les maîtres mots, unité et stratégie du mouvement, que ce soit pour l'initiative citoyenne ou encore pour le corps électoral ou encore la visite de Gérald Darmanin la semaine prochaine. Reportage Géraldine Louis et Ismaël Ouakassou. 6 heures de discussion sur l'actualité institutionnelle et politique. Un point cristallise toute l'attention, rencontrer ou non le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en visite sur le territoire la semaine prochaine. Le ministre des Outre-mer a déclaré devant la commission du Sénat que nous étions tous signataires d'un document datant de 10 mois dans lequel nous avalisions l'ouverture du corps électoral, ce qui est faux. Et nous avons d'ailleurs fait un démenti à ces mensonges d'État, un de plus. Ils sont environ 300 militants venus de tout le territoire, réunis à la maison commune de la tribu de Medaouia à Wailou. Ils assistent à la rentrée du mouvement de l'Union calédonienne. Pour cette nouvelle année, puisque la parole est ouverte et circulée, que l'écho de nos échanges résonne dans la Grande Vallée, dans tout le pays, pour que chaque citoyen reçoive nos messages de paix, d'unité et de concorde pour notre peuple et notre futur. Une unité que l'Union calédonienne veut respecter. Chacun des participants s'est donc exprimé. Le résultat des discussions sera rendu public via un communiqué de presse dès lundi. Louis Mapou, vous avez des visions sensiblement différentes avec l'Union calédonienne. Le congrès du FNCAS doit se tenir bientôt. Il me semble que la date définitive n'est pas encore arrêtée. Ce sera l'occasion, selon vous, de tout remettre à plat? Ce sera l'occasion de faire le point sur la trajectoire que nous avons eue ensemble avec beaucoup de difficultés depuis le mois de septembre. Je n'ai pas de doute sur la capacité du FNKS à se retrouver à son prochain congrès. Il faudra bien sûr s'interroger sur l'analyse que chacun a pu faire durant la période et qui a donc fondé donc des comportements différents mais sur la suite, j'ai bien entendu ce que le président Ngoa a indiqué. Il n'y a pas de raison qu'on ne se retrouve pas pour avoir une démarche commune vis-à-vis des non-indépendantistes et de l'État, d'autant que la loi constitutionnelle, j'aurais dit, nous met la pression et nous accuse d'une certaine manière à donner des indications sur les perspectives à venir. Ce que je voudrais rajouter, c'est que si d'aventure cette loi constitutionnelle était finalement la solution qui sortait de ce contexte difficile dans lequel nous engageons, ça pourrait être préjudiciable. Et notamment par le fait que même s'il y a les élections provinciales qui se déroulaient
sur la base d'un corps électoral qui a été modifié, il n'y aura aucune perspective pour l'avenir, puisqu'on sera toujours sur un statu quo institutionnel. Louis Mapou, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer s'est félicité des discussions entre indépendantistes et non-indépendantistes qui sont tenues fin janvier à Bourail. Où en est-on aujourd'hui de ces discussions? Je constate que Calédonie Ensemble et le groupe des loyalistes n'arrivent pas à venir à la même table d'une discussion que les indépendantistes. Que les indépendantistes ils sont présents. On constate que les propos qui sont tenus publiquement par les responsables non indépendantistes sont tout à fait très éloignés de ceux qui peuvent indiquer dans les discussions avec les responsables de nos mouvements. Il y a là un constat que nous sommes rentrés dans un rapport de force avec l'État et avec les non-indépendantistes qui vient du fait qu'on donnerait l'impression que les mouvements indépendantistes seraient le seul responsable de la situation dans laquelle on est. Justement, en parlant de situation, depuis votre arrivée au gouvernement en 2021, vous êtes engagé à faire des réformes fiscales, entre autres. Vos opposants parlent d'ailleurs de matraquage fiscal. La semaine dernière, le budget primitif a été voté sans aide exceptionnelle de l'État. Le plan de relance évoqué il y a 2 ans va-t-il être mis sur les rails ? Oui, je voudrais d'abord redire notre satisfaction au terme de 2 années et demie voire 3 années de travail, d'arriver à faire un budget qui repose essentiellement sur la capacité de la Nouvelle-Calédonie à assumer ses actions pour l'année 2024. L'MBS va venir confirmer et les mesures fiscales qui ont été adoptées depuis le début de l'année vont apporter des ressources supplémentaires. Donc nous sommes là sur une bonne pente. Je note que les non-indépendantistes en conviennent, même si ils utilisent des arguties parce qu'ils sont en préparation des élections provinciales. Je pense que le 17e gouvernement va mettre à la disposition des prochains responsables une Nouvelle-Calédonie qui est en état de prendre en charge les besoins de la Nouvelle-Calédonie, mais on sera loin de l'aboutissement des réformes que nous souhaitions. Très rapidement, M. Mapou, quid de la réforme du RUAM et de la Caisse locale des retraites? La semaine prochaine, ou les 2 prochaines semaines, une séance publique du Congrès va à nouveau se réunir pour regarder en 2e lecture le texte initial qui avait fait l'objet d'un vote unanime de l'ensemble du Congrès. On verra quels sont les compromis possibles qui seront faits, mais on a de bons espoirs que d'ici la fin mars, y compris pour la question du RAM, il y a une avancée notable sur ce sujet. Et sur la Caisse locale des retraites? Et sur la Caisse locale des retraites, nous avons présenté au Congrès de la Nouvelle-Calédonie qui a adopté un premier volet. Il y a un 2e volet que nous avons adopté au gouvernement qui a été envoyé au Conseil d'État pour avis et qui va être présenté au Congrès de la Nouvelle-Calédonie très prochainement aussi. Louis Mapou, nous arrivons maintenant aux questions des internautes. La première question, le président du Congrès s'est rendu en Azerbaïdjan. Quel est l'intérêt pour la Nouvelle-Calédonie et qui paye ce voyage ? Alors, je ne répondrai pas à la place du Congrès au nom de la sacro-sainte doctrine qui nous indique qu'il doit y avoir une séparation entre ce qui se passe au Congrès de la Nouvelle-Calédonie et ce qui se passe à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie. Donc, vous l'interrogerez. Moi, ce que je voudrais dire pour ce qui concerne le voyage extérieur, parce qu'on en a fait tout un plat, c'est que c'est 56 millions sur 59 milliards de budget dont il s'agit, donc c'est epsilon sur le budget de la Nouvelle-Calédonie, et que par ailleurs, je voudrais bien que les gens s'interrogent, et notamment les responsables politiques qui en font écho, sur l'intérêt de ce voyage, parce que je voudrais par exemple indiquer que l'année dernière, nous avons reçu en Nouvelle-Calédonie, que ce soit en termes de colloques, que ce soit en termes de visites, pour pas loin de 600 millions de retombées en Nouvelle-Calédonie. Donc vous voyez qu'on est loin
là des considérations qui prévalent dans les échanges avec les responsables loyalistes. La deuxième question des internautes, comment pouvez-vous dire lutter contre la vie chère alors que vous augmentez le prix du riz, aliment de base des Calédoniens? Voilà, je suis bien d'accord. Nous avons longtemps discuté au gouvernement de cette augmentation qui concerne une seule société en Nouvelle-Calédonie. Nous avons été contraints d'augmenter pour éviter les pertes que ça pourrait générer compte tenu de l'inflation importée ces dernières années et de l'augmentation des coûts. Louis Mapou, merci d'avoir accepté beaucoup, notre Thérèse, invitation. pour vos questions.